Tunisie, la taxe de passage au centre d'une polémique. Santé, les intoxications alimentaires caractérisent chaque été. Où se trouve le problème? Pour en parler, nous avons sur le plateau Manwar Hassan, vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Société, le burkini ou maillot hijab, un marché qui prend de l'ampleur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 14 août. Le champion olympique du 1500 mètres, Toufiq Morloufi, s'est qualifié ce matin en finale du 800 mètres en terminant à la deuxième place de la première demi-finale disputée au stade olympique Joao Havelange. L'enfant de Souk Ahras a parcouru la distance en 1 minute 43 secondes et 85 centièmes dans une course dominée par le français Boss Pierre Ambroise en 1 minute 43 secondes et 85 centièmes. La troisième place est revenue au Polonais Marcin Lewandowski en 1 minute 44 secondes et 56 centièmes. L'Algérien jouera l'une des 3 médailles olympiques ce lundi, 22h05, heure locale, mardi 2h05, heure algérienne, en finale de la distance. Les séries des demi-finales de ce matin ont été marquées aussi par l'élimination de 2 autres Algériens engagés, Yassine Hathat et Amin Belhafer. Nous reviendrons sur l'actualité sportive dans quelques instants. Depuis son instauration, la taxe de passage de 30 dinars tunisiens pour les Algériens entrant en Tunisie suscite une certaine polémique. Actuellement, le point de passage de Ptita dans la région de Tébessa, la contestation est forte et les citoyens réclament des explications sur l'utilité de cette taxe. Santé à présent, les marchés de proximité exposent leurs marchandises sur leurs étals en plein air et attirent un grand nombre de consommateurs. Un consommateur inconscient quant aux importants risques sanitaires. Cela reflète-t-il un manque de culture de consommation chez l'Algérien? Mais Maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée aiguë, ce sont les premiers signes d'une intoxication alimentaire. Faute de temps, manger rapidement dehors ou bien acheter sur les marchés à moitié prix est devenu très courant chez les Algériens. Hélas, on enregistre chaque année plus de 4000 cas d'intoxication. Un fléau qui ne cesse d'augmenter, surtout dans ces périodes de chaleur. Il existe beaucoup de personnes qui sont intoxiquées par ces produits exposés au soleil. C'est vrai, c'est une situation critique. Certains aliments exposés sont ou bien périmés ou en cours de péremption ou bien exposés directement au soleil. Comment peuvent-ils vendre cela aux consommateurs? Ceux qui n'ont pas de moyens font recours à ces tables. Ils n'ont pas le choix. Vraiment, c'est un grand risque de vouloir acheter ces produits. Malgré tous les efforts du ministère du Commerce, les marchés de proximité continuent d'attirer les consommateurs. Pourtant, les marchandises exposées sur ces étals présentent de hauts risques sanitaires. Le non-respect de la chaîne de froid dans ces marchés informels cause de grands risques sur la vie du consommateur et cela guide directement à des intoxications, là où certains cas mènent jusqu'à la mort. Les deux responsables de cette situation sont ceux qui alimentent ces marchés informels et le consommateur lui-même. Nous avons à plusieurs reprises demandé la fermeture de ces marchés. Où sont passés les contrôleurs dans toute cette situation? C'est l'interrogation que posent beaucoup de citoyens. En Algérie, nous n'avons pas de culture de consommation car le citoyen ne respecte pas les règles sanitaires. Nous n'avons pas le réflexe de lire les étiquettes des produits. Les contrôles sont difficiles à effectuer dans certains cas car il existe beaucoup de vendeurs. Peu de laboratoires qui existent ne peuvent pas couvrir la totalité des commerçants. La seule réponse pour l'instant demeure la prévention et la sensibilisation. D'un autre côté, la responsabilité du citoyen reste la clé du problème. Sur le même sujet, plus de 4000 cas d'intoxication sont enregistrés chaque année. Un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur, surtout en ces périodes de forte chaleur. Le dernier en date, l'intoxication qui a touché plusieurs communes de la wilaya de Blida, faisant près de 700 victimes suite à la consommation de lait caillé avarié. Sidali Hamzal. L'intoxication alimentaire demeure le risque le plus redouté durant la période des grandes chaleurs,
La dernière en date a fait près de 700 victimes dans la wilaya de Blida, où la consommation de l'écaille avariée a touché presque tous les habitués du fameux couscous dominical. Nous avons reçu 296 cas à partir de 2 heures du matin. Ils ont tous reçu des soins et sont actuellement chez eux. Ce matin, nous avons enregistré 98 cas. Maintenant, nous sommes arrivés à 100 cas. Les cas d'intoxication alimentaire affluent depuis vendredi après-midi. La majorité des cas proviennent des environs de Boufarik, Chaban, Gerwaou, Chibli, Birtouta et même Oued Lalaïk. Selon l'analyse médicale, c'est une intoxication alimentaire et la plupart des personnes atteintes affirment avoir consommé du lait fermenté. L'ensemble des hôpitaux de Blida ont tous contribué à la prise en charge des victimes. Bien que les cas n'étaient pas particulièrement graves, l'intoxication a bien frappé plusieurs communes de la wilaya. J'ai acheté le lait caillé comme d'habitude au magasin. Nous avons déjeuné et vers 15 heures, les enfants ont commencé à vomir. La cellule de crise qui a été installée à la direction de la santé continue son travail d'investigation pour apporter les éclaircissements quant aux circonstances et aux motifs qui ont été à l'origine de cette intoxication massive. Et justement, pour en parler, nous avons sur le plateau Hassan Manwar, vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous assistons chaque année aux mêmes risques alimentaires et aux mêmes expositions aux dangers. Comment expliquez-vous ce phénomène récurrent? D'abord, on en est vraiment désolé, un regret quand même qu'on doit exprimer par rapport à ça. En 2016, il y a toujours des intoxications alimentaires et avec des grands nombres, c'est en masse. Comme chaque année et puis comme chaque été surtout, c'est là où il y a vraiment profilation de ce phénomène parce que d'abord il y a une surconsommation de produits industriels, donc de produits agroalimentaires industriels, notamment donc les produits laitiers, la charcuterie, les fromages et tout ce qui suit, donc tout ce qui périsse et périt rapidement et facilement. Oui. Les raisons sont multiples, ça commence d'abord de la production, ou bien de la collecte carrément des produits agricoles, oui, jusqu'à la chaîne de froid, et puis jusqu'au consommateur qui parfois ne sait pas comment utiliser, comment transporter ces produits, comment les consommer, comment les conditionner à la maison, et ainsi de suite. Même lors de la préparation, on fait de ces erreurs qui nous mènent directement à l'intoxication alimentaire. Donc le cas le plus récent, certainement dont on parle trop ces derniers jours, c'est celui du petit lait. Donc le lait, c'est très fragile comme produit. Donc c'est un produit laitier. On est en période estivale, donc il fait très chaud et puis il y a une surconsommation et automatiquement donc les producteurs produisent aussi sans faire trop attention aux normes de sécurité sanitaire, aux normes HACCP, aux normes pour préserver, je dirais, la santé des consommateurs. Oui. Donc, d'une part, d'autre part, il y a le conditionnement, la chaîne de conditionnement, la chaîne de transport, de distribution qui fait défaut dans ce domaine. D'accord. Il y a un grand travail de sensibilisation et de prévention. Les résultats sur le terrain ne sont pas aussi probants. À votre avis, à quel niveau se trouve le problème? De toute manière, maintenant, il faudrait mettre autant d'efforts pour sensibiliser les consommateurs et aussi sensibiliser les producteurs. Et même jusqu'à arriver aux contrôleurs. Parce que là, il y a aussi l'implication de l'administration qui, parfois, n'est pas très, très efficace. Oui. C'est-à-dire le contrôle devient insuffisant quand on sait qu'il y a des producteurs qui sont carrément inexistants administrativement, donc qui sont dans l'informel. Il y a de la production des produits alimentaire qui est toujours dans l'informel, qui se fait dans des garages ou dans des sous-sols. Donc voilà, donc il y a un travail à faire. Mais ce qui est facile pour nous en tant qu'association, en tant que fédération algérienne des consommateurs, c'est le consommateur lui-même. Donc c'est lui qui doit faire son autocontrôle, c'est lui qui doit être averti, il doit être formé comment acheter, comment transporter ses produits, comment les préparer et comment les consommer. D'accord. Et vous avez prévu justement un programme pour la rentrée? Le programme concernant la sensibilisation
pour les intoxications alimentaires se fait toute l'année. Mais cette année, spécialement, parce qu'au vu de ce que je viens de dire, que le travail doit se faire avec tout le monde, consommateurs, administration et producteurs, on organisera, Inch'Allah, donc au mois de septembre, notre université d'été à propos de ce sujet. Donc on va parler de la santé des produits et la sécurité sanitaire des produits agroalimentaires, et ça va se faire justement avec tous les partenaires, y compris les médias et la presse. Merci beaucoup Hassan Manoual, je le rappelle, il est vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Et on enchaîne avec la pêche illicite, un phénomène qui ronge les eaux africaines, des pratiques illégales qui assèchent les ressources halieutiques des régions concernées. Plus de 80% des navires exerçant la pêche non réglementée dans le monde viennent se réfugier dans les eaux africaines. Karim Bouaziz. Les eaux africaines prisées par la pêche illicite, des pratiques illégales sont de plus en plus constatées, ce qui commence sérieusement à assécher les ressources halieutiques des régions concernées. Selon un récent rapport émanant du Bureau interafricain des ressources animales, plus de 80% des navires exerçant la pêche non réglementaire dans le monde viendraient se réfugier dans les eaux africaines. Plus encore, selon certaines estimations, ce commerce sauvage engrangerait annuellement plus de 1,3 milliard de dollars. Mais ce montant serait loin de refléter l'ampleur du phénomène. Manque de cohésion et de stratégie nationale et continentale, absence de surveillance conjointe des eaux, corruption bureaucratique et systémique, la gabegie que traversent certaines régions profiterait à des pêcheurs venus du lointain pour le plus grand bienfait des bourses occidentales, telles que la contrebande de corail d'Idiol par exemple, qu'on retrouve à prix d'or sur les marchés italiens. Durant ces dernières années, le phénomène, il faut le dire, a pris une ampleur considérable, ce qui incite plusieurs régions continentales d'asseoir un réel partenariat pour contrecarrer ces pratiques illégales. C'est en tout cas ce qui est ressorti récemment d'une rencontre autour des enjeux de la pêche en Afrique tenue au Caire, sauf que le problème est plutôt juridique. L'Algérie, par exemple, partage des frontières maritimes avec le Maroc et la Tunisie, sauf que la différence est au niveau de la législation, alors que le problème, lui, est plutôt transversal. Sauf que la différence est au niveau de la législation, alors que le problème, lui, est plutôt transversal. À quand une harmonisation des textes pour mieux combattre la contrebande? À quand la mise en œuvre de plans communs de lutte? Aucun projet concret n'est prévu pour le moment, il faut le dire. L'Union africaine, en partenariat avec l'Union européenne, développe de plus en plus des plans logistiques comme des navires spécialisés dans l'interception ou encore des systèmes de surveillance. Mais cela reste succinct, car aucun moyen de traçabilité efficace des produits halieutiques n'est à l'ordre du jour. En attendant, la contrebande vogue entre les mailles des filets. En cette période de vacances, l'Algérie ne pouvait pas échapper au phénomène Airbnb, la célèbre plateforme de location de particulier à particulier. Le principe est simple, en un clic, vous avez accès à des milliers d'appartements à louer à travers le monde, à des prix parfois plus qu'alléchants. Mais vu le flou juridique qui entoure le site, les agences de voyage se montrent sceptiques. D'après elles, on n'est pas à l'abri d'une arnaque. Derrière la Russie. De plus en plus d'Algériens optent pour une nouvelle façon de voyager, dormir chez l'habitant en sélectionnant son logement sur Internet. Le site Airbnb en a fait son succès. L'argument numéro 1 pour les consommateurs qui utilisent la plateforme américaine et économique. Appartements, maisons ou simples chambres, il y en a pour tous les goûts et souvent pour une fraction du prix qu'on paierait à l'hôtel. Malgré tous les avantages que présente Airbnb, les agences de voyage préfèrent mettre en garde les touristes algériens. Beaucoup d'Algériens, comme beaucoup de personnes à travers le monde, utilisent ce site, mais cela n'a aucun encadrement légal. Il est possible qu'en arrivant sur place, vous soyez déçus en découvrant l'appartement, parce que ce n'est pas encadré par la loi. Il n'y a aucun document officiel qui protège l'utilisateur. Certains préfèrent utiliser Airbnb ou Booking. Pourquoi? Parce que parfois ils ont la possibilité de payer directement en dinars. Généralement, lorsqu'on paye sur Internet, c'est en euros. N'importe qui a un accès à Internet peut réserver soit une chambre, soit un hôtel à part sur cette plateforme. Malgré le succès de Airbnb, les agences de voyage évitent la plateforme numérique et préfèrent rester fidèles à l'hôtellerie traditionnelle. Publicité mensongère, photos trompeuses, le cadre légal du site étant encore flou, il n'y aurait aucune garantie en cas de fraude.
Il faut que l'utilisateur bénéficie d'une carte d'assurance internationale pour pouvoir louer à travers ces sites. Et ce n'est pas le cas de tous les Algériens. Peu en bénéficient. Deuxièmement, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. La photo de l'appartement peut être trompeuse. Et là, sur place, c'est la déception, voire le choc. Pour cela, un Algérien, surtout s'il est accompagné de sa famille, ne doit pas s'aventurer comme ça. On ne traite pas avec Airbnb parce que nous avons des partenaires de confiance avec qui on traite directement. Nous travaillons avec eux avec des vouchers officiels. Au niveau de l'agence, nous présentons le produit directement au client. Il peut le voir avec ses propres yeux et une fois sur place, il n'aura pas de mauvaises surprises. Si certains Algériens ont décidé de sauter le cap et optent désormais pour Airbnb pour programmer leurs vacances, d'autres se montrent encore réticents, la question se pose sur le moyen de paiement qui se fait uniquement en ligne et en euros, sauf de rares exceptions. Les jeunes, les enfants et parfois même les adultes se donnent rendez-vous dans les oueds, les lacs et les grottes d'eau. Ils sont à la recherche de fraîcheur, mais encore une fois dans l'inconscience en cette saison estivale. Manel Chefai nous fournit plus de détails sur le danger que représentent ces lieux. À première vue d'œil, ces retenues d'eau et ces barrages sont des lieux paisibles et idéaux pour les baignades. En l'absence d'infrastructures pendant l'été telles que les piscines, des dizaines de vacanciers passent leurs après-midi, particulièrement quand le mercure atteint les 40 degrés dans ces endroits. Quand bien même ils sont magiques, mais représentent un véritable danger pour leur vie et leur santé. À part cet endroit, nous n'avons nulle part où nager. Nous aimerions qu'ils nous consacrent des endroits pour nager comme des piscines. C'est dangereux de nager ici, mais nous n'avons pas où aller. Ces endroits causent des maladies, plusieurs personnes en sont mortes. En dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation des services de la protection civile sur le danger qui menace les estivants, des dizaines de personnes meurent noyées chaque année. Nous enregistrons chaque année une centaine de morts. Cette année, nous avons recensé 73 personnes mortes noyées. J'appelle les parents à ne pas laisser leurs enfants nager seuls dans ces endroits. C'est une désolation que nous vivons quotidiennement sur tout le territoire national. Je vois des enfants prendre des risques en nageant ici. Nous n'avons pas d'infrastructure, mais ce n'est pas une raison pour jouer avec notre vie. C'est ainsi que les oueds, les lacs et les grottes d'eau sont transformés en lieux de rendez-vous à risque pour les jeunes, les enfants et parfois même les adultes à la recherche de fraîcheur en cette saison estivale. Dans les vagues, mais cette fois-ci dans des plages autorisées où les Algériens veulent profiter de la mer et du soleil. Sauf que ce qui nous intéressera dans ce sujet, ce sont les nouveaux maillots qui ont suscité une grande polémique. Il s'agit du burkini ou le maillot hijab porté par les femmes voilées qui veulent joindre l'utile à l'agréable. Hadjar Djilali est sorti prospecter sur ce marché très juteux. Reportage. En 2003, le designer Ahed Azanti a eu l'idée d'inventer le burkini. En 2007, un styliste turc a développé ce juste corps en lycra, assorti d'un pantalon, d'une robe et d'une cagoule, recouvrant la tête et le cou. C'est ce qui a permis aux femmes voilées de conserver leur pudeur pour se baigner en toute quiétude. J'ai aimé cette tenue. Je me sens à l'aise en me baignant. C'est une bonne chose. Il s'appelle le burkini, j'aime trop. En plus, on trouve plusieurs modèles. J'ai aimé ce maillot hijab. En plus, il y a plusieurs modèles. Et moi, personnellement, je suis sortie pour en acheter un. Il nous suffit juste de se promener le long du littoral algérois pour constater que le burkini connaît un succès retentissant en Algérie, avec plusieurs modèles de différentes qualités et une variation de prix. Il y a plusieurs modèles chinois, tunisiens et syriens. Nous vendons beaucoup plus le produit tunisien. Celui-là, c'est un produit tunisien. Quant à celui-là, c'est un chinois. Et l'autre syrien. Il y a ce modèle chinois qui est à bon prix. Il est composé de 4 pièces, un maillot et un foulard. Ces maillots hijab, ce sont de différents modèles que j'ai là. Il y a ceux qu'on achète nous-mêmes d'Alger et ceux qui nous sont ramenés jusqu'ici par des vendeurs. C'est des modèles différents. Par exemple, celui-là est composé de 3 pièces.
et d'autres de 4 pièces. Alors vous avez là de différents modèles et qualités. Celui-là coûte 3200 dinars, les autres 2800 dinars. Chaque modèle et son prix. Les prix se varient entre 3400 dinars, 3200 dinars. Celui-là 2900 dinars et l'autre 2400 dinars. Celui-ci, c'est un produit turc. C'est de la bonne qualité. Il n'est pas transparent et bien fini. Et c'est le plus cher, mais les gens préfèrent celui-ci. Quand ils ne trouvent pas, ils prennent celui-là. Cher pour certains et pas pour d'autres. Le burkini demeure une tenue vestimentaire que les femmes voilées ont choisie comme chaussure à leurs pieds. Ou plutôt, maillot à un corps qu'elles désirent cacher tout en profitant des vagues durant cette saison des grandes chaleurs. En international, aux États-Unis, assassinat d'un imam et de son assistant ainsi que de violents affrontements après l'assassinat d'un Afro-Américain. Au Nigeria, Boko Haram diffuse une nouvelle vidéo des lycéennes de Chibok. En République démocratique du Congo, nouveau massacre de population civile de Béni. C'est les brèves par Hidayet Bersali. Et nous débutons notre tournée des États-Unis où 2 responsables religieux musulmans ont été tués par balles samedi à proximité d'un lieu de culte musulman. La police ignore pour l'instant les motivations du tireur actuellement en fuite. Le drame a eu lieu près de la mosquée Al-Furqan James Masjidans du quartier de Zone Park dans l'arrondissement new-yorkais du Queens. Mouallama Akonji, un imam de 55 ans, et son assistant Sarah Din, âgé de 64 ans, touchés par balle à la tête aux alentours de 14 heures locales, ont été surpris de dos par le suspect en possession d'une arme de poing et d'une arme à feu utilisable à une main. Toujours aux États-Unis, la ville américaine de Milwaukee, dans le Wisconsin, a été le théâtre de violentes émeutes dans la nuit du 13 au 14 août après qu'un noir a été abattu par la police. Une station d'essence et une banque notamment ont été incendiées. Une foule d'Afro-Américains s'était rassemblée dans la soirée près de la scène du drame sur le boulevard Sherman afin de manifester contre les violences policières à l'encontre des Noirs avant que la situation ne dégénère. Boko Haram a diffusé dimanche une vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées par le groupe terroriste nigérien en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, et réclamé la libération de ces combattants emprisonnés. Dans cette nouvelle vidéo de 11 minutes, un homme au visage masqué par un foulard et un turban lance « Ils devraient savoir que leurs enfants se trouvent encore entre nos mains », rappelant que 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper dans les heures suivant leur enlèvement. Sport toujours. Selon une source fiable, nous apprenons que 2 joueurs parmi l'effectif de la sélection nationale des moins de 23 ans ayant pris part au dernier tournoi olympique de Rio risquent des sanctions et ce, en raison d'écarts disciplinaires. La même source indique d'un rapport accablant sera transmis par les responsables de la délégation des Verts au président de la FAF, Mohamed Raourawa, contre ces mêmes joueurs pour mauvaise conduite pendant le séjour des nationaux à Rio. Leur cas sera traité, nous dit-on, lors de la prochaine réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, prévue la fin du mois en cours. Pour rappel, l'équipe nationale a quitté le tournoi olympique dès le premier tour après avoir concédé 2 défaites et fait un match nul. À l'origine, le mot Kasbah désignait la citadelle qui surplombait la ville. Peu à peu, le terme engloba la cité elle-même. La Kasbah d'Alger a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. La vieille ville est un précieux témoin de l'histoire de l'Algérie, un témoin qui aujourd'hui tombe en ruine. Compte rendu de Menel Chefei. Voici la Kasbah d'antan. Une médina rayonnante par la précision architecturale et ornée d'un grand patrimoine culturel, bien différente à celle d'aujourd'hui. La Kasbah d'Alger a perdu de son lustre, voire même de son charme. Défigurée, ses murs s'écroulent au fil des années et représentent même un danger pour ses habitants.
Les maisonnettes qu'il y a ici menacent de tomber en ruine depuis plus de 4 ans. Nous aimerions que la Casbah soit restaurée. Ce n'est pas la Casbah que j'ai connue. Si on m'avait dit qu'elle deviendra comme ça, je n'y aurais jamais cru. Dans le temps, la Casbah s'appelait la capitale. Quand une personne voulait se rendre à la Casbah, elle disait « je vais à Alger ». Abda Ahmed est l'un de ses habitants. Après les maintes promesses non tenues des représentants chargés de la protection archéologique pour restaurer la cité, il a pris lui-même la décision de rénover sa maison, qu'il considère comme un patrimoine archéologique. On nous a promis de rénover les maisons, ils sont venus voir son état, mais personne n'a tenu sa promesse. Il y a une centaine d'architectes à la place des martyrs, mais ce sont les propriétaires qui rénovent leurs biens. Nous avons un hammam dans la cité qui date du XIVe siècle. Il est classé comme un site touristique. J'ai présenté une demande pour qu'il soit restauré, mais en vain. Voici à quoi ressemble la Casbah d'aujourd'hui, laissée pour compte. À la Casbah, il ne reste pratiquement plus que des souvenirs et des histoires à raconter aux prochaines générations. C'est la fin de notre journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée.